avec Nolo. Là, tout est permis, hein. Tous les coups sont permis, coup de pression, coup de bluff, si tu y vas au jeu claque la porte, c'est à nouveau reparti pour un tour de manège. Hein. Oui, mais l'oiseau rare à trouver est tellement rare que ce serait quand même très surprenant qu'il l'annonce Dès ce soit soir pendant l'allocution, soit Oui. là, pendant. Il peut nous surprendre. Oui, non, mais il nous surprend depuis un moment. Hein, donc, Et en général, voilà. Mais en général, c'est pas avec Éric des Nolot. effets un peu inattendus. Il nous a beaucoup surpris avec la dissolution. On ne peut pas dire que ça lui a porté bonheur. Peut-être qu'un peu de réflexion pourrait lui être bénéfique. Non, mais là, en effet, absolument, tout est possible. Mais on a l'impression que, de toute manière, ce sera un coup d'attente. C'est-à-dire qu'il faut gagner du temps. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois avec toutes les astuces possibles. Ça peut être un petit peu plus long que ça, mais qu'on n'en est pas encore à l'échéance définitive. Voilà. Ça va Barnier bis, Barnier terre, et ensuite il y aura peut-être une solution plus radicale. Alors, Louis Dragnel, je vous avais promis la parole. Non, mais Vous l'avez je suis assez pour dire que sera nommé ce soir. Non, mais on voit bien que Emmanuel Macron est à la recherche du plus petit dénominateur commun et que globalement il y a assez peu de noms, il y a assez peu de choix possibles pour lui parce qu'il est il est confronté à une Assemblée nationale qui est complètement bloquée et avec des gens qui ont des intérêts très divergents. Alors les uns et les autres disent oui pour le pays, on aimerait ci, ça, cela. En réalité, enfin, je suis un peu cynique, mais tout ça c'est pour beaucoup d'entre eux complètement faux. Il y en a beaucoup, la plupart d'entre eux, les chefs de groupe, pensent à 2027. Ils sont même en train de torpiller, pour certains d'entre eux, leurs propres amis qui sont membres du gouvernement pour éviter qu'ils y soient. Voilà, le dessous des cartes de la chronique de la Constitution, de cette désignation du Premier ministre, voilà, nouveau Premier ministre. Et avec la perspective de la formation du gouvernement, globalement, c'est d'abord et avant tout des enjeux de personnes que des enjeux stratégiques. Et ensuite, tout le monde a en tête le fait que ce gouvernement restera très peu de temps probablement. Et que, c'est ce que disait Eric, on aura le Premier ministre bis, puis terre, et puis après, on ne sait pas très bien. Tout le monde sait que ça va être, c'est un peu le trou noir quand même, la perspective qui s'offre n'est pas à nous, très qui est devant rassurant. nous. Catherine Ney, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'en pense comme vous. C'est-à-dire que je ne sais pas grand-chose, mais il ne faut pas oublier que le 31 décembre dernier, le président parlait de l'année qui vient comme l'année des fiertés françaises. Oui. Et donc, dans les fiertés françaises, il avait montré tous les événements qui allaient avoir lieu, les fêtes du débarquement, les Jeux Olympiques, et puis la cathédrale. Or, il se trouve que pour les Jeux Olympiques, au moment où il reçoit le monde entier, il n'y a pas de gouvernement. Et là, demain et après-demain, il reçoit le monde entier ou presque, dont Trump, et il n'y a pas de gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a de quoi être fier ? Non. Et il faut qu'il choisisse aujourd'hui. Alors, je crois... C'est Florian qui disait tout à l'heure que c'est le retour du macronisme. Je crois qu'il doit être très content que Michel Barnier ne soit plus là, parce que Michel Barnier jouait avec lui, c'était pas une cohabitation, et quelquefois il lui arrivait d'intervenir après ses dégagements sur la politique intérieure, ce qui ne lui plaisait pas du tout, et qui disait « moi je gouverne et lui il préside ». Vous voyez, donc ça ne lui plaisait pas, il devait aller en Italie prochainement, où il était reçu par son ami, le ministre des Affaires étrangères, qui était un camarade à la commission, d'ailleurs même, et Madame Mélanie, qui déteste Macron, le recevait en grande pompe. Et tout ça ne plaisait pas à l'Élysée. Donc, quelque part, il est sûrement content que Michel Barnier s'en aille. Et maintenant, pour le remplacer par qui ? Parce que tout à l'heure, Éric disait... les trois choses, c'est qu'en amour, le chiffre 3 est très mauvais. C'est vrai parce que quand on est 3, on est toujours 2 et 1 et successivement. Bon. Mais là, avec le bloc central qui est là, qui devrait avoir toujours le Premier ministre, et moi je pense qu'il va nommer un Premier ministre du bloc central, comment peut-on attirer un peu à gauche ? Ça va être difficile de sortir les socialistes de l'emprise de Mélenchon. Et en tous les cas, pas avant une prochaine dissolution possible, c'est pas la bonne période. Et donc, soit avec Madame Le Pen, et là, il y a une partie de la Macronie qui, pour elle, c'est toujours l'ennemi intime. Donc, il n'y a pratiquement pas de solution. Et donc, la pression retombera sur Emmanuel Macron. Eh bien, on retombera sur Emmanuel Macron. Alors, si... parce que qui a voté une fois, qui a péché une fois, repêche. C'est-à-dire, est-ce que Mme Le Pen est prête à revoter les motions de censure ? Ou est-ce que, si c'est elle qui la propose, est-ce que cette fois-ci, la gauche voterait la motion de censure ? Parce que elle, comme Mélenchon, ont plutôt envie que la présidentielle se fasse plus vite, alors à condition qu'elle ne soit pas empêchée par la justice,
parce qu'elle pense que d'ici là, le bloc central et tous les candidats seront moins préparés qu'elle. Enfin, c'est peut-être son calcul. Et Mélenchon lui dit, j'ai 73 ans, le plus vite sera le mieux. Et son rêve, c'est de se retrouver. Donc les deux sont pressés, en fait, Catherine. Et les deux sont pressés. Donc, ils n'ont pas le même tempo, ils n'ont pas la même horloge, ils n'ont pas... Et donc, je crois qu'on entre dans une grande période d'instabilité. Est-ce que les Français sont inquiets de cette situation ? A priori, ils ne semblent pas absolument paniqués. Écoutons quelques réactions recueillies. À Bordeaux, ils réagissent à la chute du gouvernement Barnier et cette censure. On va voir une lutte de personnes, je pense, qui vont essayer peut-être pas de construire, mais moi je dirais plutôt un peu détruire plutôt. Voilà. Pas très optimiste, on va dire. Je m'en balance. Faudrait ni gauche, ni droite, ni... voilà, il faudrait juste quelqu'un du peuple. Ni Macron, ni bidule truc, ni Le Pen, il n'y a rien. Voilà. La seule solution, ça va être probablement la démission du président, qui est le blocage actuel aux problèmes rencontrés. Bon, je pense qu'on s'en sortira. Hein. De toute façon, on n'a pas forcément besoin d'eux, j'ai pas l'impression en tout cas. Après, peut-être que ça va être les problèmes, tout ça, mais bon, pour l'instant, moi, je suis pas plus inquiet que ça, non. Florian Tardif, on entend à nouveau la démission d'Emmanuel Macron. Ça va revenir comme une ancienne. Oui, ça revient tout simplement parce que c'est alimenté par une certaine catégorie de la classe politique. Je pense que personne n'y croit réellement, sauf effectivement quelques aficionados de Jean-Luc Mélenchon qui en parlent, pas que depuis 2-3 jours, qui en parlent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Non, ce qui est intéressant pour poursuivre le raisonnement de Catherine à l'instant, c'est que j'ai l'impression que l'ensemble des acteurs politiques actuellement ont peur d'une chose, de la dilution. De la dilution. C'est-à-dire qu'il y a un tel chaos politique, c'est que chacun essaye de montrer qu'il existe. C'est-à-dire que Marine Le Pen avec la motion de censure, Jean-Luc Mélenchon avec la motion de censure, d'ailleurs ce n'est pas anodin s'il était présent à l'Assemblée nationale alors qu'il n'est pas député, l'ensemble et ça a été décrit à l'instant par Louis, l'ensemble des personnalités politiques qui en coulisses essayent d'avancer leur pion vis-à-vis d'Emmanuel Macron, soit pour barrer la route à Bruno Retailleau qui pourrait prendre trop de place dans le dispositif, soit pour barrer la route à un Sébastien Lecornu qui, pareil, pourrait prendre trop de place dans le dispositif, etc., etc., etc. Tous les acteurs politiques ont peur de la dilution, c'est-à-dire de ne plus faire partie des personnes qui comptent dans l'équation politique. C'est terrible. C'est terrible. Comme, il a raison, mais c'est avec 2027 en tête. Avec 2027. Éric Nolot et après Jean-Sébastien. C'est la France, quand même. Enfin, on n'entend pas parler de la France. Si, ils en parlent beaucoup. Non, mais c'est intéressant. Les mots, c'est très, très évoqué. Oui, mais c'était intéressant le micro-trottoir parce qu'il y a une forme de résignation. C'est pas la panique, c'est la résignation et la lassitude. Alors, comment ça va se traduire dans les urnes ? Ça, ce serait intéressant à suivre. Par exemple, en cas de nouvelle dissolution, là, enfin, c'est pas un échantillon peut-être représentatif, enfin, c'est 4 personnes tout de même. On n'a pas l'impression que les gens sont prêts à se ruer pour. Ils s'en foutent. Advienne que pourra, de toute façon, on verra. Ils ne sont pas paniqués. Non, ils ne sont pas paniqués, mais c'est presque pire. Parce qu'il y a une sorte de. On s'en fout maintenant. C'est ça. Et qui se débrouille parce qu'en fait, ils ne s'intéressent pas à nous, ils ne s'intéressent pas à la France, ils s'intéressent aux magouilles. À 2027, ce n'est pas notre affaire. Moi, je trouve ça un peu inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu de ce point de vue-là l'enquête qui vient d'être publiée, qui s'appelle Fracture française, qui a été réalisée avec l'Institut Montaigne par un certain nombre de politologues, Bruno Cotresse, Luc Rouban et d'autres, qui montrent que jamais les indicateurs n'ont été aussi mauvais. Les Français ne croient plus ni aux institutions, ni aux hommes politiques, ni même parfois aux principes démocratiques. C'est calamiteux. Il y a une seule chose qui continue à marcher un peu, c'est que les Jeux Olympiques, vous y faisiez référence tout à l'heure, et Notre-Dame disent, mais regardez, la société civile, quand même, elle existe. Et la France n'est pas foutue. Et donc, il y a la coexistence de ce désespoir vis-à-vis de ceux qui nous représentent avec cet espoir vis-à-vis de ce que nous serions capables de faire. Et c'est là où je pense d'ailleurs que peut-être Mme Le Pen a commis un autre genre d'erreur. C'est-à-dire qu'elle est dans un vent de révolte où elle joue la révolte contre le système, mais les vents qui soufflent sur les gens qui sont dans cette posture-là, que ce soit en Argentine, Javier Milei, ou de M. Trump, Elon Musk, ou même quand vous regardez Geert Wilders, ou la plupart des populistes ailleurs dans le monde, ils ne sont pas étatistes. Parce que Marine Le Pen, là, elle est péroniste. Elle est dans la position de ceux à qui... Oui, ils sont libéraux. Monsieur Milei... Oui, mais ce n'est pas véritablement libéraux. C'est encore autre chose que ça. C'est mettre l'État à bas et c'est une vraie question avec l'intelligence artificielle, qui est capable de savoir quelle est la régulation. Nous sommes l'Europe
se tue à coup, et d'ailleurs c'est très ironique, puisque M. Barnier avait porté le principe de précaution dans la Constitution quand Jacques Chirac avait voulu l'y inscrire. L'Europe se tue avec ça. Alors vous parliez tout à l'heure des manchots empereurs, moi j'ai une autre image. L'autruche, quand elle a la tête dans le sable, elle a quand même le reste à l'air. Et c'est exactement la posture dans laquelle se met l'Europe. Mais non, mais parce qu'à force, on a des discussions complètement absurdes sur des points mineurs, mais pendant ce temps-là, l'intelligence artificielle, ça avance, les questions énergétiques, ça avance. Regardez, le reste du monde avance à une vitesse folle, et nous, la seule chose que nous soyons capables de faire, c'est de réinventer des réglementations en plus. Mais de toute façon, ça nous plaît, ça nous déplaît. Nous devons vivre avec le risque. Et Marine Le Pen, je pense qu'elle vient de faire un pari un peu absurde, parce que justement, elle dit, on pourrait essayer de se protéger du risque. Ben non, parce que si nous ne courons pas nos propres risques, nous serons rattrapés par ceux des autres, parce que les États-Unis, ils en prennent d'un point de vue énergétique, environnemental, ce que vous voulez. Les Chinois en prennent sur l'intelligence artificielle. Et nous serons les dindons de la farce. Encore une image. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline CNews Europe 1. Je repasserai la parole à Catherine Ney. On parlera de Marine Le Pen. On l'écoutera aussi, puisqu'elle a encore beaucoup de choses à expliquer. À tout de suite. 18h19 sur CNews et sur Europe 1. On écoute tout de suite Marine Le Pen. Elle sera l'invitée de Christine Kelly à 19h. Écoutez ce qu'elle dit sur le fait qu'il va falloir pour le prochain Premier ministre co-construire avec toutes les forces politiques en présence. Donc, Louis de Ragnel, elle remet des lignes rouges, la Marine Le Pen. Là. En français, ce que fait Marine Le Pen, elle explique que ce qui a fait tomber Michel Barnier peut d'ores et déjà faire tomber son successeur. Et elle maintient le fait que si les exigences qu'elle a posées ne sont pas dans le projet de loi de finances de sécurité sociale et pas dans le projet de loi de finances qui devait être étudié bientôt, eh bien, ce sera la même issue. Et donc, la censure. Et elle montre aussi d'une certaine manière, et ça c'est le fait politique quand même, pour elle, qui est positif pour elle, c'est qu'on désormais, plus personne ne peut se dire qu'elle bluffe. Tout le monde la prend au sérieux et tout le monde tremble quand elle brandit une menace. Elle est devenue un peu DRH, c'est elle qui décide. Et si demain, Emmanuel Macron la sonde, parce que c'est ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé la dernière fois avec Michel Barnier, d'ailleurs elle avait mis le pouce vers le bas pour Xavier Bertrand. C'est pour ça que je pense que Xavier Bertrand, qui fait partie des gens dont on cite le nom, ne sera pas le prochain Premier ministre. C'est tout simplement parce qu'elle a fait une première fois, elle le refera une deuxième fois. Et donc il y a des émissaires qui sont en train de discuter avec le RN et qui disent, bon alors... si on propose tel nom... Si c'est le cornu, vous dites quoi? Mais c'est elle, la DRH politique de la République, aujourd'hui, en ce moment. Catherine Ney. Non, mais où Michel Barnier a mal évalué, mal calculé Madame Le Pen, c'est qu'ils étaient en relation constante avec des proches de Marine Le Pen. Et donc, ils avaient un langage comme ça. Et ils avaient l'impression qu'il y avait une entente, ce qu'ils proposaient pouvait lui agréer et tout ça. Et moi, je crois que Madame Le Pen, après ce qui lui arrivait, la façon dont, au moment de la dissolution, elle a été traitée par la Macronie, où on l'a présentée comme l'ennemi numéro 1, où on a été tout à fait discourtois et injurieux avec elle, je crois qu'elle a eu un ras-le-bol terrible que, au moment où elle sortait de cette condamnation, enfin non, la réquisition, et qu'elle était mal à l'aise, elle avait besoin d'un peu de considération et qu'on la traite en tête-à-tête. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Et donc là, aujourd'hui, parce qu'elle a 11 millions de citoyens qui ont voté pour elle, elle peut appliquer ce que voulait faire son père. Vous savez, au début où il a commencé, où il faisait des scores qui n'étaient pas très importants, il dénonçait toujours la bande des quatre. Et la bande des quatre, c'était le PS, le PC, le RPR et l'UDF. Et il disait, avec ces gens-là, il faudrait les balayer dehors. Mais il n'en avait pas, il appelait ça aussi l'établissement, qui était la version française de l'establishment. Il n'avait qu'une envie, c'est de les balayer. Et là, je pense que tout ce ras-le-bol accumulé, tout ce manque de considération, eh bien, elle a tenté le coup, elle a dit tant pis, on casse tout, et je peux être aussi révolutionnaire que Mélenchon, si on le veut, évidemment, en roulant pour elle. Bon, le problème, est-ce que ce qui est un coup d'éclat qu'elle habille maintenant de respectabilité, de pensant à ses électeurs, bon, mais je veux dire, est-ce que ça va lui favoriser l'avenir, si, à condition qu'elle puisse être candidate, ce qu'on ne sait pas encore, parce que il y a toute une frange d'électeurs du LR, parce qu'ils n'étaient pas contents, dans le fond, de l'offre qui leur était faite dans les partis, étaient assez séduits par cette femme qui savait tenir ses troupes au Parlement, qui s'était respectabilisée, qui s'était embourgeoisée. Et là, je ne sais pas si
comme elle ajoute la Chianli à la Chianli, je ne sais pas si elle vient pas de faire une faute qui peut lui être très préjudiciable à la vie. C'est intéressant. Ce que dit Catherine, c'est ce qui est le plus bon intéressant questionnement, politiquement, parce qu'il y a quelques mois, d'ailleurs les responsables du Rassemblement national vous disaient notre objectif exclusif maintenant, c'est de toucher les électeurs du deuxième tour de la prochaine présidentielle. Donc des gens qui n'ont jamais voté pour Marine Le Pen et qui pourraient pour la première fois le faire. Et effectivement, ils ont rencontré beaucoup de gens qui, dans les milieux financiers, les milieux plus la bourgeoisie pour schématiser. Les patrons trouvaient que Bardella était plus proche d'eux que Marine. Exactement. Mais et je trouve que ce serait une question qui est intéressante qu'on pourrait lui poser tout à l'heure. Je crois qu'elle est invitée sur Christine Kelly à 19h. Ou alors peut-être que Marine Le Pen a déjà franchi le pas d'après. Elle a peut-être considéré d'emblée qu'au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle, elle se retrouvera face à Jean-Luc Mélenchon et que de toute façon, quoi qu'il arrive, cet électorat bourgeois, par peur de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a même pas besoin de le séduire, il votera mécaniquement pour elle. Jean-Sébastien Ferjou. Alors sur ce point-là, oui, moi je crois qu'elle s'est tirée une énorme balle dans le pied, parce que la marge qui lui monte pour arriver aux 50,01%, Jean-Luc Mélenchon, il sait qu'il lui manque 600 000 électeurs, il va les chercher dans les quartiers. Marine Le Pen, je ne sais pas bien où elle peut les trouver ailleurs que dans les rangs de la droite libérale et conservatrice. Parce qu'il s'est passé autre chose. La leçon politique majeure de cette motion de censure, c'est pas juste que c'est la première fois depuis 60 et quelques années qu'il y en a une qui a été adoptée. C'est que, souvenez-vous, Michel Rocard l'avait dit sur la question des retraites, il y a de quoi de faire tomber 3, 4, 5 gouvernements. Mais là, je pense que ça sera beaucoup plus que ça. C'est la première fois où un gouvernement essayait de faire quelque chose pour les finances publiques en demandant aux retraités de bien vouloir participer à l'effort national de redressement des finances publiques, et il est tombé parce que la désindexation partielle des retraites, c'est ça. En résumé, Michel Barnier, il est tombé parce que les retraités aisés, Ségolène Royal qui veut revenir ou d'autres, ils vont avoir 40 ou 50 euros en plus sur leur retraite. C'est ça, je ne sais pas si c'est une immense conquête sociale. Et il ne s'agit pas du tout de remettre en cause les retraités eux-mêmes. Les personnes ne sont pas responsables des règles du système. Parce que les fameux chefs d'entreprise, les fameux gens qui entreprennent dans le pays, ils savent très bien que le poids de ce système-là, par la masse des ordres de grandeur, 2/3 des dépenses publiques françaises, ce sont les retraites, les dépenses sociales et la masse salariale publique. Si nous ne nous attaquons pas à ça, nous ne réglerons jamais la trajectoire budgétaire française. Et ça, la leçon politique majeure, c'est que le premier gouvernement qui a eu le courage de s'attaquer à cette question-là, il est tombé. Y en aura-t-il d'autres qui oseront derrière tenter de répéter? Qui pour devenir Premier ministre? Quand même une question qu'il faut bien qu'on se pose ce soir, même si on n'aura peut-être pas le nom de l'heureux élu. On l'aura? On ne l'aura pas. On ne l'aura pas ce soir. Très bien. Voilà. Florian Tardif, information. Est définitif. Information CNews. Donc il ne veut pas le dire ce soir. Eh ben non, mais ça paraissait un petit peu juste quand même. Bah, oui. Donc ça veut dire que... Compte tenu de l'équation qu'on présentait tout à l'heure. Oui. Alors nous, on nous dit que non, ce n'est pas un problème d'équation, ça ne coince pas, mais voilà, il ne veut pas forcément le dire ce soir. Cet après-midi en réalité. Oui, c'était où ça tombait à 15h. Moi je pense que c'était assez compliqué, oui. Plus le temps passe pour Emmanuel Macron, plus l'onde de choc arrive directement sur lui. Alors, les macronistes, certains veulent y voir, mais je ne vois pas comment. Mais c'est génial, il se recentre. Mais non, il ne se recentre pas, il se prend toute la foudre en pleine figure. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, il a tout intérêt à nommer immédiatement quelqu'un qui va attirer un peu plus l'attention. Il ne le fait pas aujourd'hui, Louis. Et c'est pour ça que je trouve qu'il... Alors, attendez, Monsieur Lecornu, ça serait possible, Monsieur Lecornu? C'est la plus probable. C'est la plus probable. Alors, moi, je n'ai pas compris ce matin, j'ai vu des extraits sur RTL où il dit que son rêve, c'est de faire venir à lui des socialistes pour venir avec lui. Moi, je trouve que c'était le jour où il ne fallait pas dire ça. Je veux dire, c'est parce qu'on lui demande. S'il doit être le président, non. Mais là, je me suis dit, quand même, tous ces gens ont une absence de sens politique. Et quand même, c'est assez, vous voyez, c'est comme la dissolution. Choisir de redonner la parole au peuple alors que le peuple vient de donner une fessée, moi je trouve ça mais extraordinaire. Donc le Cornu, on a dit non. Okay. Ben, j'en sais rien. Non, c'est pas la bonne approche dans son discours, mais oui. J'ai pas dit non, mais je m'inquiète sur son sens politique. Vous dites pas aujourd'hui, alors que c'est Marine Le Pen qui vaudrait mieux essayer de calmer et qui a les moyens de dire on va dire aux socialistes, on va les détacher de Mélenchon, alors que eux ils se disent bon ben le gouvernement va sauter et s'il y a une dissolution il vaut mieux rester avec lui. Ils ne bougeront pas. Bon, Éric Nolot, vous avez un favori? Non, mais c'est plutôt par élimination. Ça peut pas être vers la gauche. Ça peut pas être Lucie Castex. Ça commence à être drôle d'ailleurs ce sketch de Lucie Castex. C'est très drôle. Mais qui est invitée en majesté comme étant une future première ministre. Voilà, c'est très drôle. Elle ferait mieux de relire Le Petit Chaperon Rouge. Oui, c'est très étrange comme mangé par le loup. Un personnage unique. C'est un nouveau personnage qui est candidate pour l'éternité au poste de Premier ministre. Alors ça peut pas être la gauche non plus parce que même s'il donne des petits signes d'assouplissement, je vois mal quand même que le Parti socialiste
socialisme maintenant se décroche des mélenchonistes, surtout vu la dissolution qui se prépare dans quelques mois. Alors ça peut être, à mon avis, c'est la droite, en essayant en effet de trouver quelqu'un qui peut un tout petit peu compter sur la compréhension, un peu à droite, un peu à gauche. Enfin tout ça, ce sera. Parce qu'on cherche tous des noms, mais. Oui, mais tout ça, c'est du bricolage, quoi. En fait, ça se jouera à la marge, ce sera la même chose. Il tombera dans quelques mois, voilà. On peut gagner du temps, oui. Bon, on sait que ce ne sera pas Monsieur Xavier Bertrand, ce ne sera pas Monsieur Darmanin. Monsieur Retailleau, pourquoi pas Bruno Retailleau? Pourquoi pas? Mais il vient d'accorder un entretien au Figaro dans lequel il explique qu'il veut continuer sa mission. Alors, à l'intérieur, ok. Je pense que c'est quelqu'un de plutôt sincère. Je pense que il a acté le fait que. Très bien vu à l'Élysée. Il est très bien vu à l'Élysée et Emmanuel Macron a confiance en lui. Oui. Bon, c'est très sensible, le ministère de l'Intérieur pour le président de la République. Donc il préfère que ce soit Monsieur Retailleau qui reste. La raison profonde pour laquelle je pense que Emmanuel Macron ne choisira pas de Premier ministre issu de la gauche ou du nouveau Front populaire. Oui, vous me l'avez dit, c'est à cause de l'intérieur. Vous mettez vous mettez un insoumis ou un communiste au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il a une connaissance quasiment totale de votre vie privée, de tout ce que vous faites. Les escortes présidentielles, tout ça, ça remonte au ministère de l'Intérieur. Donc vous êtes obligé d'avoir quelqu'un en qui vous avez un minimum... Les voitures, bien sûr. Vous avez des insinuations... Oui, enfin, Louis, vous choquez Catherine Ney, là. Pourquoi je vous choque? Comment? Non, ça me choque pas, mais je sais pas. Bon. Vous avez l'air d'en savoir plus que nous. Mais pas du tout, mais ça, on peut le comprendre. Non, mais le président de la République, c'est tout des mœurs fiscales. Je dis de la même manière qu'un ministre du budget, c'est tout des affaires d'argent des autres élus de la République. Bon. Non, mais c'est ultra sensible. Non, mais quand vous êtes une personnalité, vous êtes le président de la République, vos moindres faits et gestes sont scrutés de très près. Si vous avez un ministre de l'Intérieur qui... parfois, je sais pas, vous avez envie d'être tranquille une après-midi, d'aller vous promener au parc du château de Versailles, par exemple. C'était ça dont vous parliez. Ce qui peut arriver. Eh bien, vous n'avez pas envie d'avoir un ministre de l'Intérieur qui fait fuiter tout ce que vous faites dans votre vie privée. Attendez, juste 18h30, le rappel des titres de l'actualité, c'est News Europe 1 avec Maureen Vidal.